j'avais une tristesse et une colère, mais alors, je crois que ça m'a mis dans une colère d'être mise à la DAS, mais incroyable. Nicole Caillé-Wirth, Une enfance massacrée, reconquise. Une série de podcasts en 5 épisodes. Bon, les enfants, ils font comme ils peuvent avec ce qu'il y a, hein, et donc peut-être que c'est une bonne chose que j'ai été mise à la DAS, peut-être. Ça, j'en saurai jamais vraiment, quoi. Hein. Cela fait bientôt 3 ans que je n'ai pas vu ma maman. Elle habite toujours mon cœur. Elle me manque tellement. Je la pleure toutes les nuits. Elle a eu le droit de venir nous voir au Petit Saône la première année où nous avons été séparés d'elle. Elle est là avec nous pour quelques heures. Cela s'appelle un droit de visite. Elle nous a apporté quelques friandises et elle a prêté ses boucles d'oreilles et son collier à Maryse, qui en est toute fière. Nous posons pour la photo. C'est une des rares photos de notre enfance. Sur cette photo, personne ne sourit, même pas les enfants de Tatassé et le petit de la Croix-Rouge qui pose avec nous. Ce jour-là, on n'arrive pas à être joyeux. En fait, je me suis vraiment aperçue que quand j'ai écrit ce livre, toute la partie qui est liée à avant que j'aille complètement à l'assistance publique, elle est pas facile du tout, mais en même temps, c'est vivant. Et après, à partir du moment où j'ai été en famille d'accueil, où j'ai été à l'assistance publique en fait, eh ben je me suis aperçue que mon écriture n'était pas du tout la même. Ça manquait de vie, quoi. Et ce que je ressens en partant dans cette deuxième famille d'accueil, c'est de l'effroi. Où vais-je encore tomber? Chez quelle personne? Seront-elles gentilles ou pas? Je ne sais rien sur cette famille. Toujours aucune explication. Et ce petit village me semble perdu, si loin de Besançon. J'y arrive en car, seule, ma valise à la main. J'ai 12 ans et mal au cœur. Il fait froid, il y a de la neige, ce n'est pas vraiment rassurant. Et j'entre dans cette nouvelle maison paniquée et le cœur très lourd. Là, je me sens vraiment abandonnée. La joie de Noël, ce n'est pas pour moi cette année. Premier Noël sans mes sœurs. Je ne suis plus la même. Je ne serai plus jamais la même, car je n'ai plus d'identité profonde. Bien sûr, je continue de m'appeler Nicole Caillé, mais j'ai maintenant une valeur marchande. Je suis monnayable, gardée pour de l'argent, par des personnes étrangères. Avec Marie, on a été à Dole, chez une famille qui était venue en vacances cet été, et pour préparer l'université populaire sur le thème des maltraitances institutionnelles. Et il y avait un autre couple qui était là, et les deux familles avaient leurs enfants placés. Et il y a un des deux papas qui a dit, en fait, les éducateurs, ils placent nos enfants parce que, comme ça, ils sont payés. Si nos enfants n'étaient pas placés, ils n'auraient pas de salaire, quoi. Et je sais bien que c'est un raccourci qui ne correspond pas comme ça aussi simplement à la réalité, mais quand même, c'était son sentiment et qui est fondé. Et paf, le lendemain, toi, tu nous lis les pages de ton livre où on en était, et paf, dans ma tête, ça a vraiment fait écho. Et je me suis dit, mais ça, quand même, ça vaut le coup qu'on comprenne bien ça. Qu'est-ce que ça fait pour un enfant de sentir qu'il n'est plus l'enfant de ses parents dont on sait que c'est l'amour gratuit, inconditionnel, et puis d'un coup, c'est une autre relation, quoi. C'est un sujet, je crois, qui a été pas mal débattu depuis pas mal d'années par tous les services sociaux, de savoir qu'est-ce qui était juste de faire
dans le domaine de l'argent, quoi, hein, par rapport à ça. Mais pour revenir aussi à ta question, je pense que c'est différent pour des enfants qui sont placés de temps en temps et qui revoient leurs parents, que pour des enfants qui ne voient plus leurs parents. Parce que pour l'enfant qui ne voit plus ses parents, effectivement, là, c'est la seule vie qu'il a, le seul recours qu'il a. Il est pour vivre, on lui dit que pour vivre, il faut qu'il soit là. Et effectivement, les personnes qui s'occupent de lui, qui le gardent, puisqu'on nous disait qu'on était gardés, et à un moment, nos familles d'accueil s'appelaient des gardiens et des gardiennes. Et voilà, ces personnes sont payées. Et donc, à chaque fois qu'il y a argent, ça peut être le meilleur ou le pire. Ramener au niveau des familles d'accueil, il y a des familles qui prennent des enfants donc à élever par cœur, je dirais, et il y en a d'autres qui les prennent parce qu'ils ont besoin d'argent. Et ça ne donne pas du tout la même façon de s'occuper des enfants. Et moi, je n'ai connu que le fait d'être gardée dans les 2 familles où je suis allée pour l'argent. C'est-à-dire un enfant, au niveau affectif, il est relié par les liens du sang, il est relié à sa famille. Ensuite, quand l'enfant est pris en charge par les services sociaux, c'est pas la famille qui décide, c'est les services sociaux. Donc, les personnes chez qui l'enfant va être sont forcément étrangers. Et donc déjà, il va falloir que l'enfant s'habitue à être chez des personnes qui lui sont étrangères. Les personnes vont être obligées de s'habituer à lui aussi. S'il se met à y avoir de l'amour, ça doit être facile, je suppose. Mais quand il n'y a pas vraiment d'amour, c'est difficile. Et moi, je sais que quand je suis revenue là-dessus en thérapie, et puis quand j'ai écrit mon livre, j'ai vraiment senti que cette notion de monnayable, effectivement, c'était quelque chose de très dur pour moi, d'avoir vécu ça. Et puis, quelque part à l'époque, on ne mélangeait pas les torchons et les serviettes. Les enfants de la DAS, à ce moment-là, partout en France, étaient souvent considérés comme des domestiques. Et un domestique, ça reste à sa place. Tata M n'était pas de ceux-là, mais je sentais réellement que pour elle et H, je n'étais pas de la famille. Il y avait dans leur esprit un grand fossé entre elle et moi. J'étais là grâce à un arrangement avec la DAS et c'est tout. L'être humain que j'étais, elle ne le voyait pas vraiment. Je me souviens d'une rentrée scolaire au lycée. Nous sommes en septembre et j'ai 15 ans, je crois. Je repars à Besançon où je vais retrouver mes amis de classe et celles de l'internat. C'est H qui m'emmène à Besançon. Je débarque au lycée, muni de mon inséparable valise, mais j'ai froid dans mon âme. Debout dans le dortoir, toute seule à faire mon lit et ranger mes affaires, alors qu'autour de moi, on va s'arrêter un petit coup, ce truc-là me fait toujours aussi pleurer. Alors, pourtant, je l'ai travaillé en thérapie, ce truc-là, mais ça, j'ai jamais réussi à me consoler vraiment d'avoir été traitée comme ça, quoi. C'est pas possible, quoi. Tu te dis, mais c'est pas vrai, quoi. Ils n'avaient pas d'âme, ils n'avaient pas de cœur, quoi. Tu vois, elle allait à la messe tous les jours. Ah, celle-ci, elle était costaud. J'étais encore pas grande, 15 ans, quoi. J'avais besoin d'une présence comme les autres, quoi. C'était elle qui dirigeait la maison. Elle dirigeait sa maman, elle dirigeait tout le monde. On l'appelait le gouvernement. Alors, le vendredi après-midi, on disait, il y a le gouvernement qui rentre ce soir. Va encore falloir se... Voilà.
Ah ben elle était trop, elle nous commandait sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt.